Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau chapitre. Le moment est venu de vous dévoiler les coulisses de l'histoire. Restez attentifs jusqu'au bout car un bonus vous attend. Le choix d'abord. Pourquoi une Maserati Gran Turismo et pourquoi particulièrement celle-ci? Bien tout simplement parce que c'est à coup sûr celle qui me correspond le mieux en tant que voiture plaisir. Les critères principaux étaient une routière avec du caractère, élégante, fiable, un peu ancienne, pour avoir un plaisir de conduite brut de sensation que l'on n'a plus forcément avec des véhicules modernes. Je m'étais également fixé un budget raisonnable en tenant compte d'éventuels soucis qu'on pourrait découvrir et la préparation mécanique et esthétique prévue après l'achat. Pour la recherche, rien de mieux qu'Internet. C'est rapide, simple, on ratisse large et ça se fait de chez soi, quand on veut et quand on peut. Je me suis donc mis à suivre les annonces des sites spécialisés de vente entre particuliers, d'offres de professionnels en France, en Europe. Et c'est sur l'un de ces derniers que je l'ai trouvé. C'était une annonce d'un vendeur professionnel suédois. Gros problème, jamais au grand jamais, je n'avais acheté ni importé de véhicules étrangers, et de surcroît venant d'aussi loin. Vous allez me dire, il y a des mandataires qui auraient pu faire le boulot. Non, quand même pas. À achat exceptionnel, comportement exceptionnel. On se lance, c'est Bibi qui s'y colle. Première difficulté, quelle est la meilleure procédure à suivre? De toute évidence, la première chose à faire était de contacter le vendeur. Ouais, mais en quelle langue? En suédois? Ah non, ça va vraiment pas être possible. N'y pense même pas. En anglais peut-être. Allez, tentons l'anglais. Enfin, l'anglais approximatif. Heureusement, tout s'est fait principalement par mail. Vive les traducteurs en ligne. Par 2 fois seulement, il y a eu une conversation téléphonique. Très délicate pour moi. Mais mon interlocuteur était habitué aux transactions internationales et il a vraiment fait preuve d'une gentillesse et d'une patience absolue envers moi. Deuxième souci, comment savoir exactement en quel état est la voiture et surtout s'il n'y aura pas de mauvaise surprise? Au final, c'est impossible. Même si vous demandez je ne sais combien de documents, de photos et même de vidéos. J'ai eu des réponses très rapides et régulièrement avec plus de renseignements que je n'avais demandé. Donc, à un moment donné, place à la confiance et quitte au double. Un accord, un bon de commande et un virement plus tard, l'achat s'était réglé. Troisième problème, le transport. Évidemment, il n'était pas question que j'aille la chercher, bien trop loin et bien trop compliqué. Il fallait la faire venir. 2 solutions. Un convoyeur indépendant, français ou étranger, qui irait la chercher et qui la ramènerait par la route. Je n'avais ni envie qu'elle fasse 1000 km d'entrée de jeu avec un inconnu à son volant, ni qu'il lui arrive quoi que ce soit pendant le trajet. Et 1000 km, ce n'est pas rien. De plus, cette option était extrêmement chère, normal. Restait un transporteur. Je n'en connaissais aucun. Alors, à nouveau, merci Internet. J'ai réussi à trouver un petit transporteur spécialisé qui a accepté de se charger de la rapatrier. En plus, tout cela à un prix tout à fait maîtrisé. Quatrième étape et quatrième difficulté quand on est néophyte, l'administratif, les fameux papiers. Déjà, les miens étaient tous en suédois. Or, que ce soit le bon de commande ou la carte grise, il faut absolument qu'il soit en français pour l'administration française. Il a fallu chercher une traductrice ou un traducteur. Vous en avez plein pour les langues classiques, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand. Mais malheureusement, le suédois n'étant pas une langue internationale, là, il n'y a pas beaucoup de choix. En plus, il faut que le traducteur soit agréé par les tribunaux pour que la démarche soit acceptable administrativement.
Sur ce coup-là, le cousin Siegfried ne vous est d'aucune utilité. Heureusement, il y en a quand même 2 ou 3, mais sur la France entière. Bonne chance. Tout ceci s'est passé en septembre. La voiture est arrivée en décembre, en cadeau de Noël, le 22. Ça a été assez long, parce que le transporteur n'a pas envoyé un de ses camions et un de ses chauffeurs exprès pour cette voiture, surtout qu'elle était à l'autre bout de l'Europe, à côté des pingouins et des icebergs. Le transport s'est fait par étapes, avec différents chauffeurs et différents dépôts tout au long du chemin. Et il a été long. Elle est donc suédoise. Vous avez vu son immatriculation? Je ne sais pas si c'est un fait exprès, mais elle était immatriculée MSE, qui sont, comme par coïncidence, les premières, troisième et quatrième lettres de Maserati. Est-ce que le premier propriétaire a réussi à avoir cette immatriculation volontairement, ou est-ce un pur hasard? Ne connaissant pas le système d'immatriculation suédois, je n'ai aucune réponse à apporter. Par contre, si l'un d'entre vous le connaît, qu'il n'hésite pas à nous apprendre quelque chose en nous disant dans les commentaires s'il est possible d'acheter une plaque personnalisée ou de choisir ses numéros. Voilà donc comment le véhicule est arrivé ici et quelles ont été les différentes étapes. Reste maintenant la préparation. Eh bien, elle fera l'objet d'une autre vidéo qui sortira très bientôt. En attendant, merci d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout de cette première partie de l'historique. S'il y a des questions, l'espace commentaire est ouvert. J'y répondrai le plus rapidement possible et le plus précisément possible. A bientôt, je vous laisse un bonus. Ciao!